Public Sénat et l'AMF, avec le soutien d'EDF, inventons ensemble votre avenir énergétique, et la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, présente le 100e congrès des maires de France. Nous allons parler d'un autre sujet, un sujet qui concerne les Français, le sujet des rythmes scolaires. Alors c'est un sujet qui a fait débat l'année dernière et puis le gouvernement a décidé d'assouplir la réforme. Nous allons y revenir avec 4 invités présents sur ce plateau. Je vous les présente. Thierry Marty, bonjour. Vous êtes adjoint au maire socialiste de Libourne en Gironde et vous êtes notamment en charge de l'éducation dans votre commune. Merci d'être avec nous. Pierre-Alain Roiron, bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Langeais en Indre-et-Loire et vous êtes également le président de la commission éducation ici à l'association des maires de France. Merci également d'être là. Caroline Cailleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de la commune de Beauvais et puis vous êtes également présidente de l'association Ville de France. Et puis enfin Cédric Vial, bonjour. Vous êtes le maire sans étiquette des Échelles. C'est une commune de Savoie. Alors avant d'entamer le débat avec vous, je le disais, cette réforme des rythmes scolaires, elle a été assouplie. Un décret adopté en juin autorise désormais les communes à rétablir la semaine des 4 jours. Les communes ont donc désormais le choix. Et Sandra Cerquera s'est rendue dans le Nord, dans 2 communes. L'une a décidé de rétablir la semaine des 4 jours, l'autre est restée à la semaine des 4 jours et demi. Regardez son reportage. Depuis la rentrée, ces élèves de primaire ont retrouvé une semaine de 4 jours. Une décision approuvée par les parents en conseil d'école dès juin dernier, lorsque le décret est passé. Je trouve que les enfants sont beaucoup plus reposés, on profite beaucoup plus des enfants à la maison et dans le cas des familles recomposées, c'est beaucoup plus appréciable aussi pour les papas qui peuvent récupérer leurs enfants un week-end complet. Comme pour une grande majorité de communes rurales, ici à Plouquin-en-Couanne dans le Nord, en finir avec la réforme Peillon de 2013 est apparu comme une évidence. 4 jours et demi d'école avec des activités périscolaires était bien trop compliqué à organiser au quotidien. 300 enfants répartis sur 5 bâtiments scolaires, c'était à 3h30. Il fallait prendre les enfants en charge et surtout les amener dans des locaux que nous n'avions pas. Donc on a vraiment galéré. Bien trop coûteux aussi, revenir à 4 jours et supprimer le périscolaire, c'est une économie annuelle de 66 000 €. Non négligeable pour une petite commune. À quelques kilomètres de là, à Mont-Saint-Barreul, une des grandes villes du Nord, on a préféré prendre le temps. Les écoles sont toujours à 4 jours et demi, mais une consultation des professeurs et des parents va être lancée début 2018. Un entre-deux un peu anxiogène, admet ce directeur. C'est un rythme qu'on a déjà connu avant et ça fait beaucoup d'allers-retours pour pas grand-chose. Le maire aussi dit en avoir assez des trop nombreuses réformes mal préparées. Sceptique à l'idée de laisser une trop grande liberté aux acteurs locaux pour choisir la durée des rythmes scolaires, avec le risque de créer une école à 2 vitesses, entre ceux qui ont les moyens de garder des activités sur 4 jours et demi et les autres. L'éducation nationale. Dans national, pour moi, il y a aussi l'égalité, presque l'égalité républicaine qui est très importante. Et donc le fait de déconcentrer ainsi, ça conduit à avoir des débats sans fin, on le voit, ça recommence maintenant, ça fait 4 ans que ça dure. Et le débat est loin d'être clos, des consultations sont organisées partout en France. Une ville sur 4 est déjà passée à 4 jours et elle devrait être plus nombreuse à la rentrée prochaine. Pierre-Alain Roiron, on l'a vu dans ce reportage, les communes ont désormais le choix. Le gouvernement a décidé d'assouplir cette réforme des rythmes scolaires. Est-ce que cet assouplissement, ça a été une bonne chose? Écoutez, qu'il y ait un assouplissement, cela peut s'entendre. Je crois que la vraie question que nous avons eue, c'est le moment où cela a été décrété. Ça a été décrété en fin d'année, il y a un choix, beaucoup de communes sont revenues. Je crois qu'il est important qu'il puisse y avoir aussi l'écoute des parents par rapport à ça.
Quand vous Est-ce dites qu'il y c'est a eu le des moment, études c'est-à-dire que cet assouplissement il a été décrété trop écoutez, près de la rentrée scolaire, c'est Il ça? a été décrété 3 ou 4 jours avant la fin de l'année scolaire. Donc pour s'organiser par rapport au personnel, par rapport au transport scolaire, voilà, il fallait prendre son temps. Beaucoup de collègues vont prendre leur temps et puis on décidera démocratiquement, j'en parlais avec un certain nombre de collègues, en demandant aux parents d'élèves. On connaît l'avis des enseignants, globalement. Voilà, mais ça se fera en conseil d'école et en concertation. Caroline Cayeux, vous non plus à Beauvais, vous n'avez pas décidé, vous aussi c'est le moment qui vous fait hésiter, vous n'aviez pas eu le temps de faire votre choix? C'est exactement le même point de vue que mon collègue le maire de Langeais, parce que c'était trop tard. Nos associations avaient déjà mis en place leur programme, les centres de loisirs étaient prêts, donc c'était trop difficile. Et puis, nous avons aussi voulu demander l'avis des conseils d'école et des parents d'élèves. Ce que nous avons fait là, la décision va être prise lors du conseil municipal du mois de décembre et donc nous allons revenir. J'ai pas de grande inquiétude sur le choix des parents et des enseignants. La seule chose, je trouve, c'est qu'on fait un peu fi des enfants. Moi, j'avais passé, j'ai travaillé dans la commission quand j'étais sénateur avant septembre cette année sur les rythmes scolaires. Et quand vous écoutez des psychiatres comme Marcel Ruffo, comme des pédiatres, des pédopsychiatres, vous disent que le rythme idéal pour l'enfant, c'est le samedi matin. Et donc, partant de là, on ne fait pas ce qu'il faut pour le rythme des enfants. Donc on va, j'allais dire, rentrer dans une logique des enseignants, des parents, mais peut-être pas l'idéal pour les enfants où tout le monde a convenu qu'ils étaient fort fatigués. Quand vous dites nous allons revenir, quel va être le choix de votre ville? Vous allez revenir à la semaine des 4 jours? Je vais revenir à la semaine des 4 jours parce que je sais déjà que c'est l'immense majorité des vœux formulés et par le corps enseignant et par les parents d'élèves. Cédric Vial, vous avez fait votre choix, vous êtes revenu à la semaine des 4 jours dès cette rentrée 2017. Pourquoi? Alors déjà plusieurs choses. Effectivement, les délais étaient très contraints, mais le calendrier électoral était aussi celui-ci, c'est-à-dire que les élections présidentielles sont arrivées tard. Nous, on a pu anticiper parce qu'il y avait des annonces quand même qui a été faites avant la sortie du décret. Donc on a pu mener cette concertation avec les enseignants, les parents d'élèves en amont de la sortie du décret pour pouvoir prendre la décision finale après le décret. C'était très tard. Une petite commune comme la nôtre, c'est probablement plus facile que dans une commune où il y a beaucoup d'écoles et beaucoup d'acteurs en jeu, mais ça a été possible. Et même si c'était difficile parce que très tardif, cette liberté qui nous a été donnée a permis à des communes comme la mienne de pouvoir passer dès cette année à 4 jours. Et je pense que c'était quand même un progrès, même si c'était difficile. Vous avez fait le choix inverse, Thierry Marty, c'est-à-dire que la commune de Libourne a gardé cette réforme de rythme scolaire. Vous êtes encore à la semaine des 4 jours et demi. Alors, nous sommes effectivement encore sur une semaine de 4 jours et demi. Donc, en 2013, on avait fait 1 an de concertation avant de mettre en place la réforme. Et effectivement, il n'était pas question en 2 jours de tout mettre à la poubelle, entre guillemets. Donc là, on est reparti sur un temps de consultation. On consulte les experts, on a consulté les parents, on a consulté les enseignants et comme vous, d'ici 15 jours, on sera à même de prendre nos responsabilités, de se positionner parce que c'est ce qu'on demande aux élus, c'est ce qu'il y a dans le décret, même si on aurait tous préféré, les élus, qu'il y ait une décision nationale sur cette question-là. Pierre-Alain Roiron, vous qui présidez la commission éducation de l'AMF, on l'entend sur ce plateau, il y a des choix différents dans les communes, des explications différentes. Combien de communes ont choisi à peu près de revenir à cette semaine des 4 jours et abandonner cette semaine des 4 jours et demi? Et aujourd'hui, à peu près 40% des communes ont abandonné la semaine des 4 jours et demi. Ce sont plutôt des communes rurales, comme l'a dit notre collègue, et les communes urbaines qui, bien évidemment, par rapport au personnel, par rapport à l'enjeu, on attend et aujourd'hui font, globalement, quand nous voyons nos collègues, font des sondages auprès des parents d'élèves pour savoir comment les choses se passeront. C'est le cas aussi dans ma commune et nous aurons fait un choix d'ici 2 mois. Caroline Cayeux, vous qui présidez l'association Ville-de-France, il est plus facile d'attendre, prendre le temps de la concertation dans des communes urbaines que dans les communes rurales? C'est-à-dire que les dispositifs sont plus lourds à déplacer, à changer, à faire évoluer. Quand vous avez 37 écoles primaires dans une commune, vous ne bougez pas les structures simplement parce que l'occasion vous en est donnée. Ce sont des budgets et
regrette qu'il y ait un aller puis un retour. Ce sont quand même des frais qui sont engagés par les municipalités, une charge supplémentaire, même s'il y avait eu une compensation financière qui nous avait été accordée. À partir du moment où vous revenez au rythme antérieur, vous ne l'avez plus. Donc il va falloir se mettre autour de la table pour voir comment on fait. Et puis il y a aussi les personnels. Nous avions embauché du personnel pour assumer ces 4 jours et demi. Des associations qui avaient elles aussi embauché du personnel pour assumer qui de la culture, qui du sport, etc. Donc ça n'est pas d'une simplicité, d'une signature du maire. Donc c'est vrai que ce sont des budgets, des réflexions et du temps qu'il faut passer. Et c'est un peu cela, même si j'apprécie la liberté qui nous est donnée, qui est un peu dommage. Vous, Cédric Vial, ce choix, il s'est imposé à vous. Vous n'arriviez pas à la mettre en place, cette réforme des rythmes scolaires, ou c'est autre chose ? Non, c'est complètement autre chose. On a cette satisfaction on a mis en place cette réforme comme tout le monde, avec les difficultés que tous mes collègues ont rencontrées, mais en essayant de le faire le mieux possible dans l'intérêt des enfants, des parents, et en essayant d'en tirer le maximum de profit pour eux. On avait 95% de satisfaction des parents d'élèves sur le dispositif mis en place. Donc les parents étaient contents du service qui était rendu et de la mise en place des TAP telle qu'elle l'avait été. Et quand on a consulté les parents pour savoir s'ils préféraient malgré tout revenir à 4 jours ou garder le système dont ils étaient satisfaits, 92% étaient favorables au retour à 4 jours. Donc ils étaient contents de ce qui existait, mais à choisir, ils préféraient quand même revenir à 4 jours. Comment ils vous ont expliqué ce paradoxe ? Eh ben, c'est que tout simplement, s'ils ont le choix, ils préfèrent la journée à 4 jours, ils trouvaient que les enfants étaient fatigués, et donc ils préféraient cette organisation-là. Malgré tout, dans un système à 4 jours et demi, la manière dont on avait mis en place, nous c'était sur une demi-journée, et les activités mises en place donnaient satisfaction aux parents. Beaucoup, c'était une satisfaction pour nous. Dans le questionnaire, nous ont dit on va regretter les TAP, mais on préfère le système à 4 jours. Donc c'était pour nous plutôt intéressant et valorisant. Caroline Cayet. Je partage l'analyse de mon collègue, parce que nous aussi, ils me disent, alors est-ce qu'on pourra quand même avoir sur les 4 jours quelques activités supplémentaires? Alors évidemment, on ne peut pas avoir, j'allais dire, le beurre et l'argent du beurre, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que quand on s'est efforcé de faire des services de qualité, ça a ouvert sans doute des horizons aux parents, mais les enfants apparemment trouvaient les journées un peu longues. Est-ce que cette réforme des rythmes scolaires, Thierry Marty, elle a permis de réduire les inégalités sociales ? Alors, clairement, en tout cas dans ma commune, à Libourne, c'est vrai qu'il y a un effort qui a été fait sur la qualité des activités, sur la formation des intervenants, d'implication aussi du tissu associatif. Donner un exemple simple, sur le conservatoire de musique de Libourne, alors qu'on avait une grille tarifaire très attractive, on n'avait jamais réussi à faire en sorte que les enfants issus de familles modestes accèdent au conservatoire. Avec la réforme des rythmes scolaires, on a fait intervenir les professeurs du conservatoire directement sur temps périscolaire, sur 10 séances, voilà. Et à la rentrée suivante, on s'est retrouvé avec 30-40 enfants issus de familles modestes inscrits au conservatoire alors qu'ils ne l'auraient jamais fait. Jamais. Cette question des inégalités sociales, des enfants dont les parents ont les moyens de payer des activités périscolaires et ceux qui ne l'ont pas, est-ce que c'est aussi ça qui est au cœur de votre choix, Pierre-Alain Roiron, et plus largement du choix des maires, puisque vous représentez la commission éducation ? Mon choix, après, ce sera la population, comme je vous l'ai dit, qui le fera. C'est vrai que c'était une vraie question. La question des temps d'activité périscolaire, c'était une nouvelle connaissance pour un certain nombre d'enfants, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que cette réforme, ou toutes les réformes, doivent être faites pour les enfants, pas pour les finances locales, pas pour les parents, pas pour les enseignants, mais pour les enfants. Et donc, nous, notre volonté, elle était comme celle de nos collègues, et tous nos collègues, de pouvoir faire accéder à de nouveaux savoirs, à de nouvelles histoires, les enfants. Donc, voilà, il faut maintenant travailler sur un nouveau moment. Je crois que cet aspect des 4 jours et demi, comme l'a dit ma collègue de Beauvais, c'est une vraie question de revenir constamment en France, qu'un gouvernement défasse ce que l'autre a fait et que celui qui revient refasse une chose. Donc c'est quand même une vraie question sur laquelle nous devons nous poser. Et je crois que le temps scolaire n'est pas, le temps de l'enfant n'est pas non plus le temps du ministre, mais globalement de notre pays.
Et nous avons trop souvent, trop longtemps, des ministres qui passent. Et pourtant, Caroline Cayeux, c'est la troisième fois en moins de 10 ans qu'on change le rythme scolaire des enfants. Vous le disiez tout à l'heure, on ne prend pas assez en compte l'intérêt de l'enfant dans toutes ces réformes. Moi, j'ai eu le sentiment, alors c'est peut-être à titre personnel, qu'au fond, on ne s'est pas posé la question du rythme idéal pour l'enfant. Et quant à la commission du Sénat, Marcel Ruffo et d'autres sont venus dire, on se demande pourquoi vous nous invitez, parce que vous ne me parlez pas de l'enfant, vous me parlez des rythmes. Moi, je peux vous dire tout de suite que je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que le rythme idéal pour l'enfant, c'est qu'il vienne à l'école le samedi matin. Donc consternation, vous imaginez bien dans l'auditoire, même des élus qui étaient encore des maires à l'époque, eh bien c'est vrai que c'est une difficulté. Néanmoins, moi je suis allée à l'école le samedi matin, je n'ai pas le sentiment d'en être morte. Bon, mais je crois que la société française a évolué, qu'il y a des contraintes que nous n'avions pas il y a un certain nombre d'années et que évidemment il faut essayer de s'adapter. Mais je partage aussi cette ouverture formidable qui était donnée par les activités périscolaires. Nous, on a eu la chance de pouvoir évoluer sur un autre dispositif qui est le dispositif Demos, où des enfants dans des quartiers peuvent faire de la musique pendant 3 ans gratuitement. Et ça, finalement, ça a été une belle compensation. Alors, on va parler de l'avenir de ces activités périscolaires. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, était présent ce matin dans cet auditorium de l'AMF. Il a répondu aux questions de Quentin Calmet. Pour lui, le débat sur les rythmes scolaires, il est clos. En revanche, un autre débat va s'ouvrir, celui des activités périscolaires. On l'écoute. La question des rythmes scolaires entre dans une nouvelle étape surtout. On doit sortir maintenant du débat 4 ou 4,5. En réalité, il n'y a pas de supériorité intrinsèque de l'une des formules. Ce que nous avons fait en juin dernier, c'est d'offrir une liberté-responsabilité aux communes et aux communautés éducatives qui donc font des choix actuellement. Et je sais très bien qu'elles ont senti très fortement cette nouvelle liberté. C'est ainsi qu'on a plus de 80% d'approbation de cette mesure aujourd'hui et que ça nous ouvre vers une nouvelle étape beaucoup plus détendue et beaucoup plus constructive qui est celle de la définition des contenus du temps scolaire et du temps périscolaire et de la cohérence entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cela que nous allons travailler dans le cadre d'un plan mercredi qui doit nous permettre de travailler sur les contenus de l'activité périscolaire, sur la richesse de cela, sur ce que les enfants peuvent faire en termes de rapport à la nature, de rapport à la culture, de rapport au sport. Nous avons de très belles perspectives à dresser. Nous le ferons avec les communes de France. Chaque commune doit avoir, autant qu'elle le souhaite, la possibilité d'avoir un plan mercredi grâce à ses propres forces et grâce au soutien de l'État. Le plan mercredi, on vient d'entendre Jean-Michel Blanquer, à l'instant Pierre-Alain Roiron, c'est la prochaine étape du gouvernement. Jean-Michel Blanquer, je le disais, il était là ce matin dans cette salle juste à côté. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le ministre de l'Éducation ? Eh bien, il nous a dit ce qu'il vient de résumer rapidement, que la question des 4 jours et 4 jours et demi était derrière nous, mais qu'il voulait aller à une nouvelle étape, celle du mercredi. Parce que vous savez que dans un certain nombre de communes, aujourd'hui, il y a des centres de loisirs. Mais il y en a qui n'ont pas de centre de loisirs. Donc c'est quand même une question. Et puis, la question derrière, c'est que les centres de loisirs sont payants. Alors est-ce qu'on fait quelque chose de différent, à nouveau ? Mais avec quel argent ? Est-ce que c'est avec l'argent de la CAF ou est-ce que c'est avec un nouveau plan d'aide de l'État ? On attend ces réponses. On sait qu'on va avoir de la concertation et on espère d'avoir des réponses positives sur ces aspects. Mais il ne vous a pas donné plus de détails sur ce fameux plan mercredi ? Non, on a esquissé rapidement la question du financement. Nous n'avons pas eu de réponse, mais nous savons que nous en aurons une. Cédric Vial, vous, dans votre commune, je crois que vous l'avez mis en place, ce fameux plan mercredi. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, on n'a pas mis en place le plan mercredi parce que je pense d'abord un mot sur la méthode. Je pense que le ministre nous a tendu la main au maire en disant il n'a pas fait une annonce, il a fait l'annonce qu'il voulait discuter avec nous. Je pense que sur la forme, ça mérite d'être souligné et on espère qu'on pourra répondre. Nous, effectivement, on a mis en place un système de garderie. En revenant à 4 jours, on voulait laisser personne au bord du chemin. L'objectif, c'était pas de transférer les anciens TAP sur le mercredi matin, sinon on aurait gardé l'organisation précédente, mais c'était de trouver une solution à ceux qui n'en avaient pas, et notamment aux parents qui travaillent, qui n'avaient pas un environnement familial ou un mode de garde, et surtout dans les délais dans lesquels on a dû prendre les décisions. L'engagement qu'on avait pris, c'est de dire tous les parents auront une solution au moins de garde à partir de la rentrée, en attendant qu'on voie si une organisation intercommunale ou autre pourra se mettre en place l'année suivante. La question que pose le ministre, c'est finalement
de dire, au-delà de la question de la garde qu'on a réglée, est-ce qu'il n'y a pas un autre enjeu qui est un enjeu éducatif? Ça a été dit par mes collègues, c'est dit par certains de mes parents quand on est revenu à 4 jours. Finalement, il y avait des choses qui étaient intéressantes pour certains élèves sur le plan éducatif. Et la question que pose le ministre, c'est, bien sûr qu'il y a une question de mode de garde, mais est-ce que le projet global sur la semaine, finalement, ou est-ce que la question éducative des temps péri ou extrascolaires peut augmenter la qualité de ces temps et travailler un projet éducatif global pour nos enfants. Je pense que la question, en tout cas, mérite d'être posée. Il y aura bien sûr la question des moyens qui se posera derrière et de savoir comment ça peut se mettre en œuvre. J'allais y venir, Caroline Cayeux, à cette question des moyens. Finalement, on en revient toujours à cette question, c'est la question centrale. Eh bien, malheureusement, c'est la question centrale, parce qu'en effet, dans les centres de loisirs, il y a des tarifs très bas dans nos villes, enfin, en tout cas dans la mienne à Beauvais, et le problème qui va se poser maintenant, ce sont les devoirs. Les enfants qui vont au centre de loisirs, quand vous faites de l'accueil périscolaire le soir, est-ce qu'ils vont faire leurs devoirs au centre? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Le ministre a parlé de moins de devoirs à la maison. Néanmoins, pour l'instant, ça s'impose encore. Donc c'est vrai que ces centres de loisirs, nous en avions, parce que c'est une ville moyenne a des centres de loisirs le mercredi après-midi. Mais nous avions aussi une cantine. Donc c'est vrai que c'est toute une réorganisation qu'il faut mettre en place. Pierre-Alain Roiron, cette question des moyens, ça c'est un problème qu'il va falloir régler. Oui, bien sûr, la question des moyens est une vraie question, mais je le dis, la question de la durée des réformes dans le temps est une vraie question aussi. La question du temps de l'enfance est une vraie question. Tout à l'heure, ma collègue évoquait ce qui avait été dit au Sénat. Ce sont des vraies questions. Prenons le temps d'en discuter. Mais n'oublions pas que nous avons évidemment des budgets et que nous devons les équilibrer, contrairement à l'État. Et qu'on doit avoir une contrainte supplémentaire, c'est le 1,2% maintenant. Donc, il ne va pas falloir rajouter des obligations ou des charges supplémentaires d'une manière illimitée. Thierry Marty, un dernier mot sur cette question des moyens et puis cette question de la pérennité des réformes finalement. Donc, il y a bien évidemment la question des moyens. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que les communes soient à 4 jours ou 4 jours et demi, le plan mercredi pourrait être actionné et qu'il y aurait des moyens mis avec. Donc, je retiens ça. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a les moyens et puis il faut aussi l'envie. Et l'envie, moi je le vois avec les équipes de la ville de Libourne. Franchement, ceux qui sont, par exemple, au sein du service éducation, qui sont sur l'ingénierie de projet éducatif pour la ville, il y a un engagement énorme pour faire des choses bien. Et on arrive... alors ça dépend les tailles des villes, mais on arrive en mutualisant les moyens qu'on a en termes d'éducateurs sportifs, culturels, etc., à proposer des choses intéressantes, des innovations. Et ça, c'est l'envie qui doit être au rendez-vous pour notamment nos concitoyens. On entend beaucoup, et depuis le début de ce congrès, et même depuis plusieurs mois, chez les élus locaux, chez les maires, que les réformes du gouvernement portent atteinte à l'autonomie des communes. Est-ce qu'au moins, sur ce sujet de l'éducation, Pierre-Alain Roiron, vous reconnaissez au gouvernement le mérite de laisser une grande liberté, une grande autonomie aux communes ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il y a une concertation avec le ministre. C'est très clair. Il n'y a pas la volonté d'imposer. Oui, c'est clair. Vous partagez cet avis, Caroline Cayeux? Tout à fait, tout à fait. Même nous, sur Ville Moyenne, nous avons mené depuis quelques mois un vrai travail sur la redynamisation de nos villes moyennes, un plan Ville Moyenne qui n'avait jamais été fait. Donc oui, on nous écoute. J'espère qu'on nous entend. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet pour finir, un sujet qui concerne toujours l'éducation, c'est la réforme voulue par Emmanuel Macron, ce dédoublement des classes de CP dans les zones de réseau d'éducation prioritaire. Ça concerne 2500 classes. Pierre-Alain Roiron, est-ce que sur ce sujet, les communes concernées, eh bien, elles ont eu des difficultés à mettre en place ce dédoublement des classes? Écoutez, plus de 80% des communes ont pu mettre en place cet aspect-là cette année. Mais il y avait peu de communes qui étaient concernées dans la réalité. Donc, il faut qu'on regarde les choses, comment elles se passent. Il y a cet aspect, l'an dernier, c'était ce qu'on appelle les REP+, c'est-à-dire les plus en difficulté. Cette année, c'est les REP, donc un peu moins en difficulté que les REP+. Donc, il y aura beaucoup plus de moyens et de questions qui vont être posées. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi comment ça se passe dans les communes où il n'y a que des REP. Il y a certaines communes de banlieue qui ont cet aspect-là. Donc, je redirai ce qu'a dit notre collègue de Beauvais. On ne peut pas demander une baisse ou tout du moins une limitation
de hausse de nos budgets et de nous demander aussi de faire des investissements importants. Et on aura à faire des investissements importants. Moi, il me semble que c'est une bonne idée. Mais vous savez, le CP et le CE1, c'est important, mais toute l'école, c'est important. Donc le fait d'avoir plus d'enseignants que de classes me semble être aussi une bonne idée. Caroline Cayeux, sur ce sujet. Nous l'avons mis en place. Nous avons 2 quartiers en REP+, avec des CP à 12. Alors, le premier problème qu'on a rencontré, c'était la place. Et puis, il a fallu racheter du matériel. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les enseignants, les parents plébiscitent cette disposition. Alors ça va se compliquer l'année prochaine parce qu'il faut faire les CE1+. Et donc il y a un moment où je voulais économiser un peu de surface dans les écoles, mais ça va vraiment pas être possible. Et vous donc, aurez les aussi, moyens de faire cette réforme l'année prochaine Oui, mais alors dans le 1,2, je peux vous dire que ça va commencer à être difficile pour rester dans les clous, à force d'avoir des charges supplémentaires, parce que c'est vrai que c'est une charge supplémentaire. Mais pour les enfants, pour le coup, c'est bénéfique. Cédric Vial, autre point concernant ce domaine de l'éducation. Lors de la conférence des territoires, Emmanuel Macron, il a promis qu'il n'y aurait plus de fermeture de classes dans les écoles publiques. Est-ce que ça, c'est un bon point, selon vous? Oui, je vais dire oui, bien sûr, pour mes collègues, mais le problème, c'est pas l'ouverture ou la fermeture, c'est est-ce que le nombre de classes est adapté aux besoins. Moi, j'ai toujours dit sur ma commune, je fais pas le concours de celui qui aura la plus grosse école. Donc, si j'ai moins d'effectifs, qu'on me ferme une classe, y a pas, vous ne me verrez pas dans la rue si les effectifs ont baissé. Ce qui pose problème, c'est quand la fermeture de classe, elle peut mettre en cause l'existence même de l'école ou une organisation sur l'école. Quand on est sur des petits établissements de 2 ou 3 classes, la fermeture d'une classe peut avoir des conséquences très importantes. Quand on a des communes plus importantes ou des écoles à 9 ou 10 classes, ce qui est mon cas, on n'est pas, j'allais dire, à une classe près. L'objectif, c'est est-ce qu'on a le bon nombre d'élèves devant les enseignants. Ça a été dit tout à l'heure. Dans des situations difficiles, il faut peut-être beaucoup moins d'élèves, 12 par classe, parce que c'est une priorité. Quand ça va un petit peu mieux, on peut se permettre d'en avoir un petit peu plus. La bonne question, c'est pas... Je pense que prendre ça de manière un peu politique, de dire on fermera plus, c'est pas forcément le bon bout de la lorgnette. Pierre-Alain Roiron, il nous reste 1 minute pour conclure. Emmanuel Macron viendra devant les maires de France demain. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République sur ces questions d'éducation? Sur les questions d'éducation, on attend qu'il nous confirme que les moyens qui sont accordés pour les enseignants soient maintenus. Et puis que s'il y a des nouvelles réformes, elles se fassent dans le temps et qu'on ne vienne pas amener de nouvelles charges sans les compenser. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir été sur notre plateau pour parler de ce sujet très important, ce sujet des rythmes scolaires. J'ai le plaisir, nous avons le plaisir, Michel, d'accueillir sur ce plateau Nathalie Moret. Bonjour Nathalie. Bonjour Oriane, vous êtes bonjour journaliste Michel. Au groupe EBRA et Guillaume Doyen. Guillaume Doyen, vous nous avez accompagnés pendant ces 3 jours de congrès. Vous êtes le directeur des rédactions de la Gazette des communes. Alors Nathalie, on vient d'entendre ce discours d'Emmanuel Macron. Il était venu rassurer les maires, calmer leur colère. Est-ce que le pari est réussi ? Oui, en grande partie, oui. Les maires avaient besoin, et il l'avait souvent dit, ils avaient besoin d'attention et de considération. Indéniablement, le président de la République est arrivé avec un discours très ouvert pour les maires. Il a parlé dans ses premiers mots de République des engagés et il a dit vous êtes des engagés. Il a rappelé que lui-même était un engagé. Ça, c'était une considération forte pour les maires et ça, c'était assez habile. Il a aussi, tout au long de son 1h30 de discours, parlé d'engagement conjoint entre les maires et entre l'État. C'était quelque chose de très attendu, absolument. Et par contre, sur le fond, là où il a été extrêmement habile, c'est qu'il n'a rien lâché. On attendait des choses sur la fiscalité locale, etc. Il a à chaque fois promis, à chaque problème, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour la fiscalité locale, etc. Il a promis des conférences de consensus, il a promis des états généraux, il a promis des assises. Et en règle générale, voilà, on a eu une méthode, mais on a eu guère de solutions, je crois, aujourd'hui. Alors c'est la question que je voulais vous poser. Effectivement, Guillaume, est-ce que vous l'avez jugé, vous aussi, inflexible face aux revendications des maires? Totalement inflexible, droit dans ses bottes, il a déroulé son programme tel que c'était prévu, il a fait des propositions cependant, il n'est pas arrivé les mains vides, mais il n'a pas accédé aux revendications portées par les maires et par leur association, celle des maires de France. Donc les maires qui attendaient aujourd'hui des réponses concrètes du chef de l'État, ils seront déçus d'après vous ?
À mon avis, ils seront déçus, mais il a eu l'habileté de ne pas rien dire. Parlons de la taxe d'habitation, qui est quand même le point central de leur revendication. Il leur annonce une refonte totale de la fiscalité locale dans les 2 ans, d'ici 2020. Donc il n'est pas arrivé les mains vides, mais il n'a pas accédé à leurs revendications. D'accord, mais il a tout de suite précisé quand même qu'il avait bien l'intention de respecter ses engagements. Donc en fait, il a expliqué qu'il était tenu par son programme et ses mesures qu'il avait annoncées durant sa campagne. Ah mais absolument, il a dit j'ai été élu pour ça et je le ferai. C'est un discours de fermeté et d'autorité qu'il a tenu aujourd'hui. Mais là où il a été très habile, c'est qu'il a dit je vais le faire mais je ne le ferai pas sans vous, je le ferai avec vous. Donc sur la méthode, il est ferme sur ce qu'il veut faire, mais en même temps il associe les maires. C'est en cela qu'il a été très habile. Il a d'ailleurs fait un mea culpa, le chef de l'État, au début de son discours, sur les annonces qui ont été faites à la fin de l'été en disant c'est vrai, vous n'avez pas assez concerté, ce n'est peut-être pas comme ça qu'on aurait dû procéder. C'est la première fois que je l'entends faire un mea culpa et il a dit d'ailleurs à la fin, donc il a ouvert son discours là-dessus en disant c'est vrai qu'il y a eu des choses pas très habiles et il a fermé son discours en disant je suis le président du 100e congrès mais je reviendrai tous les ans devant vous dire en même temps c'est un rendre des rendez-vous comptes. Obligé bien évidemment pour le président de la République, non? Tous les présidents de la République ne sont pas venus tous les ans au congrès des maires, c'est souvent le Premier ministre qui conclut, etc. Donc ça serait une première qu'un président de la République vienne chaque année durant son mandat au congrès des maires. Guillaume, s'il fallait retenir quand même une annonce du chef de l'État ce soir devant les maires de France, qu'est-ce que vous metteriez en avant? Je dirais que la refonte de la fiscalité locale, c'est ça qui va concerner et les maires et les administrés. C'est ça le cœur de son discours. Voilà, en réalité, c'est une mesure qui répondra au désir d'autonomie des communes. S'il faut retenir une annonce, c'est celle-là, et c'est la probable fin de la taxe d'habitation. Voilà quelque chose d'extrêmement important, qui va devenir du coup une dotation d'État, puisque l'État s'engage à donner ce qui ne sera plus perçu par les communes, si vous voulez. Donc il y a tout de même ce point central, à mon avis, pour les gens à retenir. Peut-être que dans 3 ans, il n'y aura plus du tout de taxe d'habitation. Oui, bien sûr. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va accueillir un des maires maintenant pour réagir, voir ce qu'ils ont pensé, eux, de ce discours. Mais avant cela, je vous propose de réécouter un extrait du discours du chef de l'État. Il a employé une expression, celle de la finance magique. Notre pays aime la finance magique. Parce que tout le monde réclame des économies, mais personne ne veut les faire. Exactement, Michel. Vous le dites très bien, mais on va écouter la manière dont l'a dit Emmanuel Macron. Il l'a dit à sa manière, c'est assez percutant aussi. Notre pays, et pardonnez cette facétie, vous l'avez un peu illustré sur votre propos sur la taxe d'habitation, aime la finance magique. Il aime cette finance où on peut baisser les impôts sans que jamais la dépense publique, quant à elle, ne baisse. Il veut que l'économie soit toujours le problème de l'autre. Mais à la fin, nous nous y retrouvons, et ma fonction m'oblige à une chose, la cohérence, à la responsabilité devant tous les Français, et à la responsabilité devant tous nos partenaires, devant des engagements que nous avons librement consentis. Sur les économies, que tout le monde se renvoie. Avec nous, 3 maires qui nous ont rejoints. Bonsoir messieurs. Monsieur Rudelier, monsieur Gatignon, bonsoir. Monsieur Rudelier, vous êtes maire sans étiquette d'une petite commune. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. Présentez-nous votre commune. Oui, Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, 12 000 habitants, ce qui est une petite commune pour les Bouches-du-Rhône, mais quand même qualifié d'une moyenne commune sur la France entière. Monsieur Gatignon, on vous connaît, vous êtes maire Europe Écologie Les Verts, d'une ville importante de la banlieue parisienne. Un peu plus de 50 000 habitants. Et puis également sur ce plateau, Vincent Louault. Bonjour Vincent Louault, vous êtes maire Les Républicains de Sigogné. Vous étiez avec nous au début de ce congrès et on va voir avec vous si votre avis a changé par rapport à ce que vous nous disiez mardi après avoir écouté ce discours du chef de l'État. Comme maire de Sevran, monsieur Gatignon, est-ce que vous avez trouvé que le président de la République était ouvert ou fermé à vos revendications ? Je pense qu'il a fait un discours assez ouvert, mais sans dire grand-chose en même temps. Ouvert dans le sens où il a annoncé pas mal de réunions, pas mal de rencontres, des assises sur pas mal de choses, mais en même temps très peu de propositions. Donc c'est un discours, une ouverture fermée, on va dire. C'est un peu particulier. C'est un concept footballistique en même temps. On peut ouvrir et fermer le jeu. Vincent Louault, les maires étaient en colère. Ils attendaient ce discours du chef de l'État. Est-ce qu'il a réussi à calmer votre colère ? Alors, on est en colère, mais d'un autre côté, on est pragmatique. On sait bien que le président ne va pas arriver avec la hotte du Père Noël et nous trouver des solutions d'un seul coup. Par contre, ce que je retiens quand même, c'est que les préfets, ils vont en avoir lourd sur le dos parce qu'il va nous falloir des super préfets.
Parce qu'on voit bien la compétence de la préfectorale qui est un peu rigide. Moi, j'ai été élevé par un préfet qui est maintenant directeur de cabinet de Monsieur Larcher. Et je lui disais souvent, Gilles, il faut te détendre un peu les chakras. Et c'est vrai que là, il va falloir que les préfets prennent l'habitude de discuter avec nous. L'ouverture réglementaire est quand même très spéciale parce que c'est la première fois qu'on nous dit, vous allez pouvoir faire du règlement. Donc on attend pour voir quand même. Est-ce que vous avez applaudi à certains moments de ce discours? Vous? Parce qu'on a vu quand même, on a vu beaucoup de gens applaudir. Est-ce que vous avez applaudi à un moment où... Moi, je mangeais des pommes, donc excusez-moi. Ça n'empêche pas, peut-être, je ne sais pas. Non, mais on a envie d'applaudir, on a envie d'y croire. Vous savez, on est pragmatique là. Les maires, moi je suis maire d'une petite commune de 500 habitants. On attend de l'État qu'il tienne son rôle en tant qu'État et qui nous laisse tranquilles dans nos communes pour gérer nos communes avec les départements, parce que Bouches-du-Rhône, on a vu, hein, métropole, poum, et c'est vrai que les départements, ils ont des habitudes avec les communes. Et c'est vrai que c'est pas facile, même nous, Tours Métropole, bon, on voit pas fusionner Tours et 270 communes en Touraine. C'est pas là du tout, ça colle pas du tout. Stéphane Le Rudulier, est-ce qu'il a répondu à vos attentes, vous, le chef de l'État ? Il y a quand même un point qu'il faut noter, c'est cette fameuse réforme fiscale au niveau local. Alors il l'annonce un peu maladroitement à mon sens, puisque dans le même temps, il conserve cette mesure de suppression de l'ATH sur 3 ans. Cette réforme fiscale, il faut être honnête, depuis des décennies, on attend la révision des valeurs locatives depuis 1970, et ça fait 200 ans, si on fait un peu d'histoire, depuis 1789, où on a un va-et-vient entre des impôts d'État qui seraient territorialisés ou des impôts locaux qui seraient directement affectés sur les budgets locaux. Là, je pense qu'il y a une opportunité à saisir. Espérons que ce n'est pas un effet d'annonce et que dès 2018, on va pouvoir travailler en profondeur sur cette réforme fiscale, savoir quel est le bon impôt local. Donc on l'a entendu, hein, le chef de l'État, très procureur à un moment, hein, dans le ton également. Là, vous avez bu ses paroles. Non, j'ai pas bu. Quand il a dénoncé l'injustice la notion d'iniquité fiscale sur la taxe d'habitation, je pense que, quels que soient les bords politiques, sans faire... On est tous d'accord, c'est un impôt injuste. Injuste, mais on peut pas... territorialement et socialement. Territorialement, socialement, mais on peut aller plus largement sur la taxe foncière, ou quelle est la part de taxer l'occupant, taxer le propriétaire et à quel niveau. Et c'est ça qu'on attend du président de la République à travers un grand débat national avec et surtout avec les communes et les départements et les régions. Avant d'avoir votre réaction, Stéphane Gatignon, on va présenter Gilles Platré. Bonjour, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône. Vous êtes également le porte-parole de Laurent Wauquiez. On va revenir sur cette réforme de la fiscalité globale. Mais vous, qu'avez-vous pensé de ce discours d'Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est un discours qui est très sentencieux. Je pense que moi, j'attendais un président qui soit beaucoup plus à l'écoute, un peu moins agressif. Je l'ai trouvé très rentre-dedans, en tout cas dans les débuts du discours. C'est assez inhabituel dans un congrès. Ça répondait peut-être à une certaine exaspération qu'on a cru déceler chez lui lorsqu'il a écouté, lu avec beaucoup de passion par André Léniel, ce qui a sans doute été la résolution la plus dure de l'histoire des congrès des maires de France. Jamais on n'était allé, j'ai pas forcément un recul qui remonte à 1907, chacun en conviendra, en tout cas personnel, jamais on a été aussi loin dans la condamnation de l'État, de l'action de l'État et du gouvernement dans un congrès des maires. Donc je pense que le président, on l'a vu d'ailleurs sur scène, a encaissé le coup, il s'est monté assez agressif. Bon, moi je retiens simplement une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées, il y a très peu de réponses qui ont été abordées. Et les gros sujets, on les a renvoyés à des commissions, à des conférences, donc tout ça est en latence. Donc c'est difficile aujourd'hui. Vous demandiez, vous, de la concertation, du dialogue, vous le reprochez aujourd'hui ? On demande toujours de la concertation. Je dis simplement qu'il y a une exigence de la part des élus, et vous l'avez entendu comme moi, ça a été très bien dit. Cette exigence, c'est la reconnaissance du fait qui est le fait municipal et intercommunal. Et si on ne va pas là-dedans, alors on n'a pas compris fondamentalement ce qu'était la passion des maires et leurs revendications aujourd'hui pour leur population. Donc, sentencieux, vous diriez qu'il vous a manqué de considération encore, parce que c'est un reproche. Ah, vous n'avez pas jusque-là. Non, j'ai pas dit qu'il avait manqué de respect aux maires. Ah. Mais j'ai dit que je l'ai trouvé sentencieux. Et je l'ai trouvé très très animé, peut-être un peu trop à la tribune. Je n'ai pas dit qu'il manquait de respect aux maires de France. Mais est-ce qu'il vous a fait vibrer quand il a dit
que vous aviez avec l'État un compagnonnage républicain. Là. Écoutez, ça doit être un biais personnel, mais j'ai du mal à vibrer quand j'écoute M. Macron. Et ça, c'est vrai depuis des mois, donc il n'y a pas une exception pour aujourd'hui. Moi, ce que j'attends, c'est des actes. Vous savez, les discours, c'est bien, mais je pense que plus aucun Français aujourd'hui ne se laisse prendre à aucun discours, d'où qu'il vienne. Il attend des réalisations, et c'est ce que nous attendons comme maire aujourd'hui. Stéphane Gatignon, on parlait de la principale annonce de ce discours d'Emmanuel Macron, cette refonte de la fiscalité locale. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui va dans le bon sens ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir la fiscalité locale, y compris pour une chose, c'est qu'il y a trop d'inégalités entre les territoires. Aujourd'hui, on le voit bien dans la métropole parisienne, puisque maintenant on parle de métropole parisienne, mais vous traversez une rue, vous avez des impôts qui sont totalement différents suivant la richesse de la commune. Et vous pouvez avoir, vous avez des taux qui varient de, moi dans mon secteur, de 15 à 25% sur des taxes d'habitation. On est sur des taux qui évoluent énormément. Et donc aujourd'hui, comment construire même la métropole parisienne avec autant d'inégalités, à la fois devant l'impôt et à la fois qui crée ces inégalités dans les territoires. Voilà, donc qu'il y ait un débat, qu'on revoie tout ça, me semble essentiel, y compris avec ce qu'a dit monsieur. Mais il faut que cette question de l'égalité entre les territoires, au moins de l'équité entre les territoires, soit posée. Parce qu'on a les impôts aujourd'hui les plus élevés dans les territoires les plus fragiles, les plus pauvres. Donc voilà. Il en a fait la démonstration d'ailleurs. Et c'est ça qui est terrible. Et moi qui suis maire depuis un peu longtemps maintenant, et depuis 17 ans, ça fait quand même 15 ans que j'entends parler de ça et que personne ne prend réellement de décision et on n'avance pas là-dessus. Et au-delà de la question de la fiscalité, il va également falloir revoir la question des dotations et des finances locales. On ne peut pas continuer à avoir les finances locales et les dotations telles qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les questions de péréquation sont posées, mais il faut qu'on ait une forme de droit commun qui soit beaucoup plus équitable. Voilà. Mais donc ça, c'est un débat absolument nécessaire. Sinon, on va à Canossa, j'allais dire, globalement, tous ensemble et de bon cœur. Monsieur Le Rudulier, vous voulez intervenir? Oui, juste pour abonder dans votre sens. Depuis 1980, loi des 1982-83 sur la succession de lois de décentralisation, on ne s'est jamais posé la question de la fiscalité. C'est-à-dire que ça a été une thématique qui a été toujours renvoyée à plus tard. Ce qu'il faut faire au même titre, comme vous le disiez, de réviser les dotations, c'est de savoir quel impôt pour quelle collectivité. La commune, on parle effectivement d'autonomie fiscale. Je vous rappelle que constitutionnellement, l'autonomie fiscale des communes n'est pas consacrée. Seule l'autonomie financière est consacrée. C'est un grand pas. Si M. Macron considère qu'il y a véritablement une réelle autonomie fiscale de la commune, à ce moment-là, il veut réviser la Constitution, qu'il l'intègre également au même titre dans la Constitution. Mais au même titre, les départements ou les régions doivent avoir un impôt spécifique pour financer leurs compétences. Monsieur Louot, on a beaucoup dit que les petites communes se sentaient un peu abandonnées. Est-ce que vous vous sentez un peu moins seul ce soir? Non. À l'issue du Congrès? À l'issue du Congrès, ça ne change pas la donne. Ça change pas la donne, clairement. Après, sur la difficulté, c'est un peu techno tout ça pour nos habitants, tous nos discours. C'est un peu techno. Les habitants, ils veulent les services, ils veulent les payer les moins chers possibles et ils ne se rendent pas tout à fait compte de la difficulté de l'élu rural à monter son budget pour faire des investissements d'avenir. Alors, la difficulté, c'est on n'a jamais fait la réforme sur fiscale. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement complexe à faire que c'est un problème de partage. Pourquoi les riches auraient envie de partager avec les pauvres? Alors, vous savez, mais non, mais vous prenez... Oui, mais ça peut plus fonctionner comme ça, mais on sent bien la réticence des grands centres où la richesse se crée, qui ne veulent pas forcément avoir de l'aménagement du territoire, qui, je vous l'avais dit mardi, c'est la nécessité. L'aménagement du territoire, c'est le nerf de la guerre. Il faut des entreprises un peu diffuses dans toute la France pour éviter la paupérisation de nos territoires. Merci. Merci à vous. On va vous libérer parce que vous allez céder votre place à François Rebsamen, le maire de Dijon, qui fait son entrée sur ce plateau. Sur le discours, on revient au discours du chef de l'État et de ses différentes annonces. Oui, juste un mot sur la question de la réforme fiscale, parce qu'effectivement on en parle beaucoup, mais ça va toucher directement nos concitoyens. Deux éléments quand même de réflexion, sans rentrer dans la mécanique. On nous dit que la taxe d'habitation est un impôt injuste. Oui. Très bien. Est-ce que la taxe foncière, aujourd'hui, dans son fonctionnement, est juste? Non. Pourquoi est-ce qu'on annonce une refonte et pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu la refonte complète pour supprimer la taxe d'habitation? Ça, c'est une vraie question.
Pourquoi est-ce que l'État qui demande, et j'ai entendu le président de la République, qui veut redonner, dit-il, en tout cas, du pouvoir d'achat aux classes moyennes, s'en prend à un impôt local plutôt que s'attaquer à l'impôt sur le revenu? Deuxième question. Troisième question, l'agenda. Magnifique. Magnifique. 2018, discussion, 2019, vote, et on commence à appliquer ça quand? Une année électorale, 2020. Donc nous, les maires, évidemment, on n'est peut-être pas tous encore de la couleur du président de la République. Je nous souhaite bien du plaisir d'expliquer une année d'élection à nos concitoyens la nouvelle formule fiscale qui sera retenue. Donc tout ça est cousu de fil blanc politicien. Ne croyez pas que le président vive en dehors du monde et qu'il n'est pas en tête des enjeux électoraux. Eh bien là, il nous met au cœur du problème électoral et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. François Rebsamen, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu au premier rang tout à l'heure, à écouter le chef de l'État. Il a donc annoncé, en ce qui le concerne, trois grands combats qu'il compte mener avec les maires de France. Préserver vos moyens financiers, une plus grande autonomie également pour les communes. Et puis, il souhaite que l'État soit l'accompagnateur de toutes les grandes novations qui vont se produire. Est-ce que vous avez souscrit à ce discours? Qu'en tirez-vous comme leçon, vous, ce soir? J'ai envie de dire au président de la République, chiche. Je le vois qu'il prend beaucoup d'engagement à travers son discours. Il renvoie, il n'y a eu aucune annonce particulière. Donc il renvoie tout à des discussions demain, à la conférence nationale des territoires, pour le logement social, à, je ne sais pas quand, mais au mois de janvier, février, après le vote de la loi. Donc je dis nous sommes prêts à entrer en discussion avec le président de la République ou le gouvernement sur des engagements qu'il avait pris. Moi, je ne peux pas lui reprocher de confirmer les engagements qu'il avait pris pendant la campagne électorale. Je sais ce que ça représente, la suppression de la taxe d'habitation à terme, parce que c'est ça que ça veut dire, bien évidemment. Mais s'il le faut, travaillons effectivement à une refonte de la fiscalité locale. J'y suis prêt, nous y sommes prêts, les uns les autres. À partir du moment où il avait pris cet engagement pendant la campagne électorale, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il ne le tienne pas. C'est un engagement du président de la République. Cela dit, il n'a répondu à aucune des questions que nous nous posons vraiment aujourd'hui. Il a renvoyé tout cela à des discussions ultérieures. Donc on verra bien comment se passera la conférence nationale des territoires. Il a reconnu que les décisions qui ont été prises après la dernière conférence nationale des territoires étaient malvenues. Bon, je ne sais pas si on peut prendre des décisions de supprimer, ça fait au total 500 plus 450 plus 350, ça fait 800 millions d'euros de crédits qui ont été supprimés sans que lui le décide. Bon, ça devient inquiétant si c'est le cas. Donc voilà, mais moi je fais crédit pour la discussion. Voilà, j'ai entendu que pour 99% des communes, ils ne toucheraient pas aux dotations d'ici la fin du quinquennat. Oui, on ne touche plus à rien. J'ai entendu ça. Il a dit qu'il reviendrait l'année prochaine pour rendre compte. Très bien. En général, d'ailleurs, les présidents viennent devant le Congrès des maires. Ce que je disais tout à l'heure. Il est assez habile dans sa rhétorique, j'allais dire. Il a énoncé un certain nombre de vérités que nous partageons tous depuis très longtemps. Et donc, voilà, il a un peu assommé le Congrès par la longueur de son intervention. Nous attendions sûrement un peu plus, notamment sur le desserrement, j'allais dire, des contraintes qui nous sont imposées. Mais il a dit qu'il était prêt à en rediscuter. On verra bien. Ça vous a rassuré sur l'autonomie et la liberté qu'il va laisser aux communes, puisque ça faisait partie des inquiétudes? Non, ça ne va pas rassurer. J'essaie de dire les choses le plus clairement possible. Ça ne va pas rassurer sur l'autonomie, puisqu'on nous supprime en même temps un impôt qui était notre impôt local. Mais nous sommes prêts à travailler à des évolutions de la fiscalité pour retrouver une fiscalité qui soit, j'allais dire, qui nous permette d'avoir cette autonomie. Est-ce que la taxe d'habitation est un impôt injuste? Oui. Mais vous savez, quand on commence à dire que c'est un impôt injuste, ça veut dire qu'on va le supprimer, en général. Ça avait été le cas avec la taxe professionnelle, c'est le cas avec la taxe d'habitation, donc il faut s'y préparer. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve un impôt qui soit un impôt qui nous permette d'avoir une autonomie fiscale et budgétaire. C'est l'attente des maires, en tous les cas. Alors, le chef de l'État a annoncé également qu'il n'y aurait pas de bouleversement de la carte. Hein, oui, pas de mariage forcé. J'ai bien aimé. Alors, réagissez les uns après les autres. Je laisse la parole. Non, mais tout le monde va réagir. Bon, continuez, mais réagissez sur ce point précis. Elle vient d'être bouleversée, la carte. Mais c'est fini, là, on n'y touche plus. Personne ne proposait d'y changer, d'ailleurs. C'est aussi une habileté de langage de dire ça. On vient de finir les intercommunalités en augmentant les intercommunalités. Elles viennent de se remettre en place. Donc, l'ensemble du territoire est couvert par des intercommunalités. Les régions ont été découpées. Les départements sont là. Bon, donc, voilà, il a acté le fait que ça n'allait pas changer. Si vous avez compris, quand s'appliquera les prochaines élections,
j'ai eu quand même le sentiment, c'est que le président n'a pas précisé du tout ce qui court un peu partout sur la date des élections. Moi, je m'attendais à ce que sur le calendrier, il y ait des annonces pour dire les élections municipales auront lieu en mars 2020. Mais je 2020, sais pas ce qui... vous ne souhaitez pas de report? Oui, pourquoi on reporterait les élections municipales? Ça fait partie des pistes du gouvernement. C'est une idée. Ah, mais j'ai pas entendu en parler pas ce soir, non. Non, donc c'est dans d'autres conciliabules peut-être. Ce matin, par le ministre Gérard de l'Intérieur. Collomb, Quand c'est flou, il y a un loup. Hein. Ah, Monsieur Platra, alors sur la carte là, qui bougera pas, chacun réagisse. Je rejoins mon collègue maire de Dijon. Oui. C'est une habileté de langage d'essayer de faire peur et finalement d'énoncer une évidence en disant, vous voyez, finalement, on est gentil avec vous, on ne va pas toucher. Les élus locaux sortent d'une période pour beaucoup traumatisante de réforme de la carte intercommunale. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que ces nouvelles communautés de communes, communautés d'agglomération viennent de naître, on aurait besoin d'imaginer qu'il faudrait y retravailler immédiatement? En tout cas, ce n'est pas du tout, je vous le dis, le souhait des élus et la menace à nos yeux n'existait pas. Donc on nous rassure sur une menace qui n'existait pas. Habileté de langage, voilà ce qu'on dit à droite et à gauche, hein, j'entends. Vous avez vu cette belle unanimité bourguignonne. On la constate du côté d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Gattignon, sur ce point précis. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'élus fatigués. Voilà. Et il faut le dire aussi, les mandats sont longs, même si ça finira en 2021. Les élections, tout le monde le dit, on va aller jusqu'en 2021, ça fera un an de plus de mandat. On l'a déjà fait. Pas d'informations sur ce sujet. 2001, 2008, on a déjà fait 7 ans de mandat à cette époque-là. C'est pas la mort, c'est pas très grave, voilà. Bon, mais je pense que aujourd'hui, il y a énormément de travail à faire. Nous, il y a la question de la métropole. Qui est venue. Bon, moi je suis dans la métropole parisienne, d'autres vous êtes peut-être proche de la métropole marseillaise. C'est là où il faut qu'il y ait un débat clair et que les données soient, enfin que ce soit clair et carte sur table. La question que deviennent les territoires, que deviennent réellement les communes. Alors, nous aujourd'hui on a nos compétences qui montent au niveau du territoire. Là on vote, on perd des choses au niveau de l'aménagement, etc. Faut trancher, faut que ce qui soit dit soit clair. Faut un vrai débat et avancer. Ils vont supprimer, il y aura la suppression normalement des départements sur les principales métropoles. Ça a l'air d'être un peu plus... Moi, je suis pour, parce qu'aujourd'hui, si je prends la Seine-Saint-Denis, je ne peux rien dire grand-chose. Et en même temps, je suis très inquiet, parce que notamment si les dépenses sociales se retrouvent au niveau des territoires, il y a des territoires qui sont mort-nés aujourd'hui. Parce que la Seine-Saint-Denis, j'étais conseiller général à l'époque, quand la Seine-Saint-Denis a récupéré le RSA, le RMI qui est devenu RSA, et ça a flingué le département. Et on risque, sans en débattre, de se retrouver à nouveau face à des décisions qui viennent d'en haut et qui tuent des territoires mort-nés et dont, à nouveau, j'allais dire, l'Est, le territoire le plus fragile de l'Île-de-France et les territoires les plus durs. Donc c'est plutôt là-dessus que j'aimerais qu'il y ait que ce soit clair, qu'on vienne dans des discussions, si on parle 1h30, qu'il y ait des choses claires. Le chef de l'État en a parlé de cette question des métropoles et des départements, mais c'est vrai qu'il en parlera plus pendant la conférence nationale des territoires. Donc allez-y. Oui, mais encore une fois, je pense qu'on met le problème et on pose le problème à l'envers. On commence à nous dire fusion métropole-département, en oubliant de voir quelles compétences exerce le département, quelles compétences exerce la métropole, quelles compétences exercent les communes. Et au lieu de partir sur les compétences et s'interroger à quel niveau elles doivent s'exercer de manière la plus efficiente, on nous dit on va redécouper, on va fusionner et après on va mettre les compétences au bon endroit. Et ça, c'est une erreur monumentale. Ça nous a coûté au niveau de la métropole marseillaise des débats interminables où on s'interroge maintenant sur la voirie. Rendez-vous compte, 92 communes, une métropole qui va gérer la voirie. Vous imaginez, compétences de proximité, de premier lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en train de repartir avec une fusion du département et de la métropole où on va envelopper des compétences du département dans la métropole. On s'en va, à mon avis, vers de gros ennuis et on éloigne encore du citoyen le centre de décision. Un dernier mot sur ce sujet, François Rebsamen, vous vouliez réagir? Non, je veux dire, ce qui m'a surpris, c'est que personne n'a parlé, à part François Barouin dans son discours introductif, de la situation des collectivités locales et de l'État. Nous avons aujourd'hui une croissance de 2% dont l'État bénéficie. On peut attendre à ce que l'État fasse lui aussi des économies. Or, je vois qu'en valeur, le déficit de l'État va passer de 69 milliards d'euros l'année prochaine à 82 milliards d'euros. Je vois que l'État va emprunter 245 milliards d'euros l'année prochaine sur le marché, plus qu'il n'a été emprunté depuis 10 ans. Et je me dis,
Pourquoi 13 milliards d'euros demandés aux collectivités locales d'efforts, alors même que l'État lui-même ne fait pas les efforts qu'il devrait faire? La situation n'est pas la même. Aujourd'hui, nous avons non pas 0% de croissance, nous avons des rentrées fiscales au niveau de l'État, une TVA qui rapporte de l'argent à l'État, tant mieux d'ailleurs pour l'État, tant mieux qu'il y ait cette croissance. Mais dans le temps, quand il y avait 2% de croissance, on proposait aux collectivités locales un pacte de croissance et de stabilité. On ne proposait pas des réductions d'investissement comme on nous le fait. Alors, Gérald Darmanin, il a précisé les choses ce matin sur ce sujet. Il a dit que l'État ferait des efforts puisque vous devez limiter la hausse de vos dépenses à 1,2 et l'État devait la limiter à 0,5. Il ferait 2 fois plus d'efforts. C'est ce qu'a dit le ministre. Ah oui, c'est sûr, mais vu les trous qu'ils ont, et en plus, quand on finance, vous le savez très bien, quand on finance ses propres dépenses de fonctionnement par de l'emprunt, ça ne dure pas longtemps. C'est ce qui se passe au niveau de l'État aujourd'hui. Moi, j'attends que l'État fasse les efforts déjà qui le concernent. Et puis, la question qui était posée par François Baron était juste. Pourquoi 13 milliards alors que c'était 10 milliards? Qu'est-ce qui permet de dire on passe de 10 à 13 milliards alors que la croissance est là et qu'il y a des rentrées fiscales nouvelles? C'est une situation qui est très différente de celle qu'a pu connaître notre pays en 2007-2008 au moment de la crise ou en 2012 quand on avait le problème de l'Europe et de l'euro. Donc j'entends dire qu'on est menacé par l'Europe d'un excès en matière d'excès de dépassement en matière budgétaire au niveau de l'État. Bon, s'il y a des menaces sur nous, donc à l'État de prendre aussi ses responsabilités. C'est vrai. Le rappel est venu hier de la Commission européenne, effectivement, avec un risque de dérapage. Vous citez beaucoup François Baroin, il sera avec nous dans une dizaine de minutes. Le président de l'Association des maires de France répondra pendant une demi-heure, Oriane, à nos questions tout à l'heure. On va écouter le chef de l'État qui a également annoncé tout à l'heure une réforme constitutionnelle pour le droit à l'expérimentation des communes. J'ai pris devant le Congrès en juillet dernier un engagement, celui de réviser notre Constitution. Et je souhaite donc que dans ce cadre, et les travaux se poursuivront avec le gouvernement, les présidents des assemblées, l'article 72 puisse être modifié pour permettre aux collectivités de pérenniser une expérimentation réussie sans que celle-ci ait vocation à être généralisée au plan national. Ce qui aujourd'hui vous paralyse, c'est qu'on vous dit vous pouvez expérimenter, allez-y. Mais une expérimentation, de par notre Constitution, c'est quelque chose qui a vocation à être généralisé à tous si ça réussit. Donc, assez légitimement, on expérimente peu. Gilles Platré, ce droit d'expérimentation qui sera pérennisé sans qu'il soit généralisé, c'est une bonne nouvelle ça ? Écoutez, c'est un peu, on le disait à l'instant avec François Rebsamen, un marronnier. C'est à chaque fois qu'un nouveau pouvoir arrive, on dit on va vous donner la possibilité d'expérimenter. On l'a déjà entendu, et d'ailleurs dans des pouvoirs que j'ai soutenus d'ailleurs à une époque, il y a quelques années de ça. Donc c'est très bien, moi je veux bien qu'on s'intéresse à l'article 72, j'aimerais bien aussi qu'on s'intéresse à l'article 76 sur l'autonomie et la liberté d'administration des collectivités territoriales avec les moyens qu'on leur donne. Je voudrais juste redire une chose, donc on est OK pour l'expérimentation, très bien. Qu'est-ce que vous demandez Écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Moi, j'aimerais faire beaucoup de choses à condition d'avoir l'argent de le faire. J'aimerais investir dans des services publics. Or là, je suis en train de réduire drastiquement mes dépenses parce que l'État m'a retiré sur des dotations qui étaient indues 3,8 millions sur un budget de fonctionnement de 60. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Mais simplement, moi, la grande crainte des élus, des maires qui sont là, c'est qu'à terme, on nous dit on va geler les dotations. Très bien. Mais André Léniel a fait la démonstration tout à l'heure que dans le même temps, sur le projet de loi de finances 2018... le chef de l'État dit on va les stabiliser. Oui, alors les stabiliser, très bien. Bon, mais André Léniel nous dit, j'ai fait mon calcul, et moi je suis à 2,5 milliards de crédits, je ne parle pas des dotations, de crédits en moins pour les territoires dans le projet de loi de finances 2018. Donc en fait, on va nous dire, vous avez vu les dotations, on ne les a pas bougées, mais les autres crédits, les dotations, on est bien d'accord, c'est lié aux compétences transférées, mais les autres crédits vont baisser. Donc attention, parce qu'à la fin des fins, et je le redis et je finirai là-dessus, c'est vraiment la liberté d'administration et l'existence même de la commune qui est compromise. Si les communes n'ont plus les moyens d'entretenir les services publics, n'ont plus les moyens d'investir, que se passera-t-il demain? Elles seront réduites à quoi? À disparaître. Et là, l'État, vous verrez, dans sa grande générosité, trouvera un dispositif incitatif pour la fusion des communes. Nous ne souhaitons pas ça. Nous voulons la liberté, nous ne voulons pas être acculés à disparaître. Nous voulons que cette richesse des 36 000 communes de France, qui fait tant peur depuis des décennies aux technocrates parisiens, continue de vivre parce que c'est une formidable chance pour la démocratie locale et la démocratie française. Stéphane Gatignon, vous voulez réagir? Non,
Je pense que de toute façon, s'il n'y a pas prise de conscience, s'il n'y a pas un vrai débat, on va à la fin, les communes seront étranglées. Enfin, moi, je suis dans une commune pauvre. Enfin, voilà, je me suis déjà battu là-dessus sur les dotations, etc. Alors, dans le droit il y a un moment, on va là. aller au bout, et le bout, ça sera la fusion des communes. Et on va limiter, parce qu'on est le pays où il y a le plus de communes aujourd'hui en Europe, et que l'objectif, il faut se le dire aussi, c'est d'aller vers une situation un peu à l'allemande. Il y a 6-7 000 communes en Allemagne, et de réduire le nombre de communes en France. C'est tout le débat. Mais posons les thèmes clairement. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce qu'il y a sous-jacent de tout ça. Mais aujourd'hui, il faut poser. Hein, vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a un débat. Je pense que. Non, mais vous êtes non, mais je pense qu'il faut ouvrir le débat. Vous êtes un peu favorable. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait moins de communes aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de. Mais je pense qu'il faut créer le débat. On ne va pas continuer d'asphyxier des communes. Aujourd'hui, une commune comme Sevran, à l'allure où ça va, dans 2 ans, c'est plus gérable. Et on le sait très bien. Dans on fait 2 ans, chaque c'est plus gérable. Mais bien sûr, mais déjà aujourd'hui, on n'a même plus l'accès aux banques. Aujourd'hui, les banques veulent plus nous prêter. Pour vous, l'avenir, c'est le grand pari. On nous pousse, je pense oui, au fond, oui, sauf que ce qui est en train de se faire n'est pas la bonne voie. Voilà, c'est pas en obligeant les gens et en finalement en vous étranglant totalement et en étant obligé de rendre les armes que les choses se passent. Avant de rendre les armes, il faut combattre, discuter, avancer, créer, donner du sens. Voilà. Après l'expérimentation, et il y a eu un deuxième terme aussi, la simplification. Je tiens simplement à rappeler, qui est venu pas mal, je tiens quand même à rappeler qu'y compris lorsqu'il était ministre du président Hollande, M. Macron a travaillé notamment avec un ministre que je connaissais un peu qui s'appelait Jean-Vincent Plincé sur les questions de simplification et donc que tout ce qui a été donné là a déjà été vu et essayé d'avancer, a été un échec d'ailleurs globalement. Donc peut-être que parce qu'il est président, et je finirai là-dessus, notamment toutes les administrations et la bureaucratie qui bloquent et qui quand même nous bloquent, y compris dans ce qu'on veut faire d'innovation, de simplification, toute l'innovation, tout le travail, on parle du logement, mais comment, des fois c'est compliqué avec les services de la drill qui nous bloquent sur tout un tas de choses qu'on veut faire. Regardons déjà l'administration, comment on travaille avec eux et simplifions là-dessus pour être plus dans l'innovation et la simplification. Stéphane Le Rudulier, sur cette question de l'expérimentation. Alors sur l'expérimentation, je renvoie simplement M. Macron à l'expérimentation en matière fiscale et notamment la révision des bases. En 2010, et ce, quel que soit le gouvernement, en 2010, il y a une première vague qui concerne les valeurs locatives au niveau des locaux commerciaux. Sur 5 départements, c'était expérimental. On vient seulement d'enclencher la procédure de généralisation. Et cette procédure de généralisation, elle va durer 12 ans. Il va falloir donc 19 ans pour généraliser l'expérimentation. Deuxième expérimentation, 2013, où le gouvernement Hollande reprend la même chose, mais cette fois-ci pour les particuliers. La généralisation devait avoir lieu au niveau de la taxe d'habitation en 2018. Vous voyez où va l'expérimentation en matière gouvernementale. Donc méfiance sur ces marronniers, puisque derrière des mots, quand on regarde les faits, généralement l'expérimentation ne donne pas lieu à généralisation. Il y a deux marronniers ce soir dans le discours habile du président de la République, ça vient d'être dit fort bien. Il y a l'expérimentation, des grands mots derrière lesquels se cachent toujours les mêmes histoires, et puis il y a les normes. On répète toujours les normes, les normes. Ils étaient tellement peu précis sur les normes, quand ils ont dit ça, ils ont envoyé les préfets voir les maires pour leur dire quelles normes vous voyez vous. Et moi je leur disais mais vous, quelles normes voyez-vous? Et donc voilà 2 points. Il y a une question sur laquelle nous n'avons pas eu de réponse, c'est renvoyé à plus tard, et moi ça m'inquiète énormément, c'est le logement social. Je voudrais le dire ici, avec un peu force, comme l'a dit d'ailleurs encore une fois Barouin, parce qu'il y a un sujet, nous avons, nous, garanti sur nos fonds propres les offices HLM. Vous attendiez par exemple à l'annonce d'un report de la baisse des APL? Je me permets de le dire clairement, c'est stupide de frapper de la même manière l'ensemble des HLM. Il y a des HLM qui investissent, des offices qui investissent, et il y a des offices qui dorment sur certains sur leur trésorerie. Que l'on taxe les offices qui n'investissent pas, qui n'entretiennent pas leur logement, il y en a qui ne construisent pas. Bien sûr que c'est logique quand ils ont une trésorerie. Mais qu'aujourd'hui, je peux donner l'exemple de l'office à Dijon, l'office HLM de Dijon, il a 3,6 millions de bénéfices qui réinvestit l'année prochaine. La taxation de l'État, c'est 3,6 millions. Ça veut dire que tout ce qu'il avait prévu pour la réhabilitation et la rénovation des bâtiments existants, eh bien, il ne le fera pas. Ça, c'est du concret, c'est tout de suite, là. L'ordre de service a été supprimé, et c'est les artisans du bâtiment, l'entreprise du bâtiment, les entreprises locales, qui ne vont pas faire ce qu'elles devaient faire. Et donc, je trouve cela stupide, je l'ai dit au gouvernement, je le redis, cette mesure unilatérale, uniforme, puisqu'il parlait d'uniformité, eh bien, elle est contre-productive, elle est même
elle menace même l'emploi local et elle risque de casser, dans un domaine qui est très, très sensible au moins de modifications, le logement. Eh bien, elle risque de casser une dynamique qui était là. Donc là, vous attendiez une annonce. J'attendais à ce qu'ils disent. Deuxième point, vous disiez le deuxième point, c'est qu'il a renvoyé ça après la loi, donc la loi de finances, donc ça sera trop tard. Hein, Stéphane Gatignon, vous aussi, vous auriez aimé des réponses, des explications du chef de l'État sur cette question du logement social? Le logement social, oui, aujourd'hui, à la fois il y a une crise chez les bailleurs, puis notamment en région. Il y a énormément en région d'offices, y compris d'offices publics et de SA qui vivent grâce à l'APL, essentiellement. On est sur des taux de 60%, alors qu'en Ile-de-France, on est à 20% en général des bailleurs qui vivent sur l'APL. Donc là encore, ça va être un peu différent. La crise va être différente à Paris et en région. Et il y a tout un tas d'offices qui ne vont plus avoir de moyens d'investir, etc. Donc on va vers une situation de crise extrêmement forte. Et voilà. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est tout le débat. Le statu quo, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Non, moi je suis pas pour le statu quo. Je pense que 40 milliards d'euros. Non, mais la question de la gestion, moi j'ai posé à plusieurs reprises la question de la gestion, notamment des bailleurs sociaux, notamment en Ile-de-France et notamment en banlieue. Et je pense pas qu'on l'aborde de cette façon-là. Voilà, voyons les problèmes de gestion qu'on peut avoir. Qui respecte la loi, par exemple? Chez nous, un gardien pour 100 locataires. Qui respecte la loi chez les bailleurs sociaux? Très peu. Qui respecte la loi? Qui respecte? Déjà, travaillons là-dessus. Quand le logement social dans des quartiers difficiles, quand sur 500 logements, vous avez 1 ou 2 gardiens qui sont là de 8h à 17h et que la nuit, il n'y a personne, c'est pas ça la loi. Donc déjà, disons aux bailleurs sociaux, respectez la loi là-dessus. Comment on peut travailler à améliorer les choses pour qu'en termes de gestion, ça se passe mieux? Là, on prend à nouveau sur le portefeuille pour étrangler le kiki des gens et aller ensuite au débat, parce que le but de tout ça, c'est qu'il y ait des fusions. On veut aller en mode accéléré pour fusionner les bailleurs sociaux. Voilà. Et c'est une vieille discussion d'il y a 15 ans, de diminuer le nombre de bailleurs sociaux qu'on a en France. Donc, là encore, je pense qu'il y a des moyens d'y arriver qui ne sont pas ceux-là. Oui. Et on n'aborde pas les vrais débats. Le vrai débat, oui, je pense qu'il y a un problème de gestion chez tout un tas de bailleurs sociaux en Ile-de-France. Mais abordons-le de cette façon-là. Stéphane Le Rudulier, sur cette question du logement social, vous aussi, vous auriez aimé plus d'explications de la part d'Emmanuel Macron? Oui, mais dans la méthode, il y a eu un problème de concertation. Franchement, par rapport aux bailleurs sociaux, effectivement, on fait le coup de la généralisation cette fois-ci d'une mesure qui va frapper, et là je rejoins le maire de Dijon, qui va frapper l'ensemble des bailleurs sociaux. Alors que, effectivement, certains bailleurs investissent massivement, c'est le cas dans ma commune. On ne se passe pas non plus la question sur la pénalité SRU. Moi, je voudrais revenir par rapport à ça. Parce qu'on parle beaucoup de dotation, mais ce que l'État prend aux communes carencées, on parle beaucoup de contractualisation. Il y a certains préfets qui ont fait des contrats de mixité sociale avec des maires par rapport aux objectifs de production de logements sociaux. Les maires se sont engagés sur une planification en fonction de l'aménagement du territoire. Qu'en est-il un an après? Plus rien. Plus rien parce que les bailleurs sont réticents. On a des promoteurs, mais derrière les bailleurs ne s'engagent pas parce qu'ils n'ont pas, effectivement, sur leurs fonds propres, les moyens pour financer cette opération. Monsieur Platré, vous avez dit tout à l'heure que vous avez senti que le chef de l'État avait des arrière-pensées politiques dans son discours. Hein. Mais comment Mais attendez, on est dans la 5e République. Vous savez que le président de la République a le droit de penser aux élections. Mais nous aussi, on y pense. Vous, en tant que porte-parole de Laurent Wauquiez, est-ce que vous avez quelle est votre arrière-pensée quand vous voyez la colère des maires? Non, mais moi, je suis d'abord maire. Excusez-moi, dans l'ordre chronologique, je suis d'abord maire avant d'être porte-parole de Laurent Wauquiez, même si j'aime beaucoup la deuxième fonction que vous venez de citer. Vous interrogez sur la deuxième. Non, mais sur la considération que nous devons avoir. Je pense que le problème de fond, et c'est un problème d'ailleurs qui a été évoqué tout au long de ce congrès, et c'est quelque chose de très important. Les maires aujourd'hui, ils sont un peu comme leur budget, ils sont à l'os. Voilà, ils ont subi. Ils n'en font pas une affaire personnelle. Ils sont les porte-parole d'une population. Et cette population, c'est la population à qui les services publics accompagnent tout au long de l'année. C'est aussi parce que je veux revenir sur la question de l'investissement. La question des bailleurs sociaux pose la question de l'investissement public et parapublic. Je voudrais juste rappeler une statistique. 100 000 euros d'argent public ou privé dépensé, c'est un emploi dans le BTP préservé pendant 1 an. N'oublions jamais ça. Donc baisser les budgets, les contraintes comme c'est le cas, c'est réduire la faculté de nos concitoyens de trouver un emploi.
Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour réagir à ce discours d'Emmanuel Macron. Nous allons maintenant accueillir François Baroin, le président de l'Association des maires de France, qui va nous livrer son sentiment sur le discours d'Emmanuel Macron. Mais avant cela, nous allons écouter le chef de l'État il y a quelques minutes. Emmanuel Macron, au début de son discours, a rappelé son attachement aux maires dans le cadre d'une relation entre l'État et les communes. J'ai besoin de vous, leur a-t-il dit. On l'écoute. Il y a dans la relation entre l'État et les communes quelque chose qui relève d'un compagnonnage républicain. La République, elle n'est pas détenue par quelques-uns, ni par le président de la République, ni par le gouvernement, ni par celles et ceux qui incarnent l'État sur le territoire. C'est faux. Elle est en partage avec ces représentants de la République élus que sont les maires. La République, cette chose publique, cette chose commune qui nous unit, ce qui, chaque instant, tient notre pays, c'est ce que nous avons en partage. Alors, il y a des moments d'incompréhension, parfois de division, il y a immanquablement, il y en a parfois au sein de l'État, des désaccords, mais il y a une chose plus forte, plus importante que nous, qui nous oblige. C'est le fait que notre République tient dans et par cette relation. Et nous nous retrouvons donc avec Oriane, bonsoir à nouveau, Bonsoir, en direct du Congrès des maires de France. Le 100e pour maintenant accueillir le président de l'AMF, François Baroin. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. Une édition un peu particulière de l'épreuve de vérité, mais toujours en partenariat avec Les Échos, avec Radio Classique, avec l'AFP, représenté ce soir par Nadège Puljak et bien sûr avec Public Sénat qui a couvert ces jours de congrès. On a entendu le chef de l'État à plusieurs reprises, j'ai noté. Il a dit aux maires: j'ai besoin de vous, vous l'avez écouté. Est-ce qu'il a déminé la crise, selon vous, ce soir, dans son discours aux maires de France? Je ne veux pas redire devant vous ce que j'ai dit devant tous les maires de France. Il n'est pas le seul responsable, l'unique responsable, et d'ailleurs il n'a qu'une très faible responsabilité, à l'exception des mesures qui sont prises depuis 6 mois. C'est cette année de désengagement progressif de l'État vis-à-vis des collectivités locales qui, si cette politique était poursuivie et amplifiée, ce qui pose le problème avec l'actuel pouvoir, poserait la question de la décentralisation, poserait la question de la liberté locale, poserait la question de l'affectation des moyens pour financer nos services publics, poserait la question de la poursuite des investissements dans nos territoires, bref, poserait des questions très lourdes qui relèvent de la responsabilité du président de la République. Les réponses sont arrivées ce soir. Est-ce que vous avez estimé qu'il avait fait progresser les choses ou est-ce que vous l'avez senti inflexible? Non, d'abord on a beaucoup discuté avec Emmanuel Macron et je veux remercier tous les maires de France qui ont manifesté, ce qui est leur cas matin, midi et soir, un esprit républicain puisqu'ils sont les fantassins de la République du quotidien et de mettre toujours au-dessus des intérêts tel ou tel engagement l'intérêt général et l'intérêt supérieur du pays. Nous sommes animés de cette vision, nous sommes formés pour cela et nous mettons, nous, au-dessus de nos engagements partisans et militants, l'intérêt supérieur de nos communes. Donc par un parallélisme des formes, on le fait avec le pays. Maintenant, les positions de part sont assez éloignées avec l'État. Est-ce que le président de la République a répondu à toutes les questions? La réponse est non. Est-ce qu'il a rapproché ses positions éloignées? Je vous en donne juste une. Quel est le point de départ des litiges avec l'État? Eux, ils partent de la dépense publique dans la richesse nationale. Nous parlons de la part de responsabilité dans la dette publique. Notre responsabilité, elle est faible et elle va continuer de baisser. On a fait les 2/3 de l'effort au cours de ces 3 dernières années. Quand l'État a continué de s'endetter pour le fonctionnement, ce que nous n'avons pas le droit de faire. Donc nos positions, elles sont assez éloignées. Est-ce qu'elles se sont rapprochées avec les ouvertures de ce soir? D'abord, c'est le fruit de plusieurs semaines. J'ai rencontré moi-même le président de la République à 2 reprises, hier soir encore, pour essayer de faire un travail de précision et de compréhension vis-à-vis de lui-même sur les difficultés qu'on a avec l'actuel gouvernement et les mesures qui ont été prises. Le passage de 10 à 13 milliards, évidemment, ne nous convient pas. Nous demandons l'arrêt de la baisse des dotations. On n'était pas d'accord avec les 10 milliards engagement Macron, candidat à l'élection présidentielle. On n'est forcément pas d'accord avec les 13 milliards. Proposition Macron, président de la République. Ça fait l'objet d'un débat. Il n'y a pas d'avancée là-dessus. On le constate, on le regrette, on ne s'y arrête pas et on poursuit ce travail de pédagogie pour le plus grand nombre auprès des Français, comme auprès de l'État, comme auprès du président de la République, pour dire que cette politique ne va pas dans la bonne direction. Il y a quand même le sentiment... Sur ce sujet, j'ai entendu le président de la République, peut-être moins directement dans son discours, mais dans ses engagements qu'il a pris vis-à-vis de nous,
sur le thème s'il y a un retour à meilleure fortune, s'il y a une évolution de la croissance, si l'élasticité du modèle économique français fait des rentrées fiscales supplémentaires, alors on demandera moins d'efforts aux communes parce que ce sont elles qui ont porté le plus d'efforts au cours de ces 3 dernières années. Deuxième élément, la taxe d'habitation. On va en parler, on va l'écouter, tiens, le chef de l'État, parce qu'il a pris les accents du procureur pour condamner cet impôt injuste. On l'écoute et vous réagissez. Pourquoi la taxe d'habitation? Moi j'entends tous ceux qui voudraient la défendre. C'est tous ceux qui aujourd'hui la dénoncent. À peu près tous ceux qui aujourd'hui font l'apologie de la taxe d'habitation sont ceux qui depuis des décennies disent qu'il faut réviser les valeurs locatives. Ça ne marche plus. Les valeurs sont obsolètes et qui ont à chaque fois renoncé à le faire. Ça fait plus de 40 ans dans notre pays qu'on dit cet impôt est injuste, il faut en revoir les bases, la grammaire, l'architecture, et à chaque fois on renonce. Et qui est la victime de cette affaire? Je vais vous le dire, les territoires les plus modestes et les classes moyennes. François Baroin, sur cette question de la taxe de l'habitation, finalement, d'habitation Emmanuel Macron, il n'a fait que ce qu'il a promis pendant sa campagne. C'est ce qu'il est venu vous dire. D'ailleurs, je l'ai dit dans le discours, nous ne le contestons pas. Nous contestons le fait qu'on nous retire une ressource. À la limite, si l'État voulait faire une politique pouvoir d'achat, il pouvait retirer un de ses impôts à lui, mais pas retirer un impôt d'une commune. La taxe d'habitation, personne de sérieux ne s'accroche comme un rat sur un sac de grains au principe de la taxe d'habitation. Une ville comme la ville de Troyes que je dirige, il y a 53% des gens qui ne la payent pas. La moyenne au niveau national est 42%. Il y a 2 éléments d'incompréhension, avec un risque constitutionnel réel pour le gouvernement, qui est de dire elle est injuste pour 80%, mais on la garde pour 20%. Le président de la République a dit je mesure ce risque. Il le dit. Mais le plus intéressant dans ce qu'il a dit, et c'est ça à titre personnel qui m'intéresse, nous en discuterons avec les instances bien sûr, c'est l'ouverture de ce que nous demandions d'un grand débat sur une réforme locale. Au fond, on a 3 grandes entités, les régions, les départements, les communes et les intercommunalités. Les régions ont de grandes responsabilités de schéma d'aménagement du territoire, économique, enseignement supérieur, transport, etc., mais n'ont très peu de moyens. Il y a déjà des demandes autour de la TVA. Peut-être qu'il peut y avoir un axe de réflexion autour de TVA région. Les départements ont des grandes difficultés, parce que le RSA a explosé, parce que la crise est là, parce qu'on est en chômage de masse, parce que la solidarité nationale doit s'exprimer à l'égard des plus fragiles. Il y a un prélèvement qui existe là-dessus, qui s'appelle la CSG ou la CRDS. Il peut y avoir un lien direct entre les départements et le financement par un impôt national de politique sociale de proximité. Et puis il demeure le foncier bâti, qui est tout aussi injuste, le foncier non bâti, qui est tout aussi injuste, et puis l'impôt sur le revenu, qui est mité, puisque je vous rappelle que plus d'un Français sur 2 ne paye pas l'impôt sur le revenu, et vous avez 43% des gens qui représentent 80% des recettes de l'impôt sur le revenu. Peut-être qu'il peut y avoir une réflexion là, parce que nous, ce que nous demandons, c'est quoi? La liberté à travers la garantie d'une ressource autonome que nous maîtrisons, et deuxièmement, conserver le lien entre l'habitant et notre commune. Pour une raison, qui est presque une raison philosophique, qui est une raison identitaire d'enracinement autour de l'idée même de la commune. La personne qui habite dans un territoire, par sa contribution, participe au financement des services publics que par ailleurs elle sollicite et qui lui font du bien. Mais qu'est-ce que vous demandez? C'est ça, ce cadre général. De la fiscalité dynamique, qui pourrait être par exemple une part de CSG pour les communes? Non, la CSG c'est une idée de l'État. Moi je suis plutôt réservé sur la CSG. Je trouve qu'il n'y a pas de lien. Il y a plutôt un lien entre le foncier bâti, le non bâti, l'impôt sur le revenu. Mais là on a quelques mois devant nous. La méthode de l'inscrire dans un temps relativement court est intéressante. Le principe d'une vraie réforme de la fiscalité locale est un enjeu de transformation pour nous tous. Et enfin, les contributions que nous apporterons devront être entendues. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça a débuté. Le président de la République l'a reconnu lui-même. On ne peut pas avoir une conférence nationale des territoires, passer de 10 à 13 milliards à l'ouverture de la CNT, et une fois que les lumières sont éteintes, apprendre qu'il y a un surgel budgétaire pour la DETR, pour les contrats ruralité, pour la politique de la ville. Le président en convient, il faut faire différemment, il faut faire mieux. Ça, c'est pas bien déroulé au début, mais il peut reprendre la main lui-même. Je dis bien lui-même. Le président et le maire sont les 2 institutions les plus importantes dans le pays, et nous incarnons les uns et l'autre l'idée même de la République de proximité, l'idée même de l'unité de la République dans la cohésion nationale. Et donc, nous avons un destin partagé de ce point de vue. Nadège Puljac. Monsieur Baroin, bonsoir. Bonsoir. Je vous entends parler avec passion, comme vous nous avez habitués depuis plusieurs années. Or, vous avez dit l'autre jour, j'ai quitté la politique, j'ai fait mon temps. À vous écouter, j'ai pas l'impression que vous ayez quitté la politique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? J'ai fait 25 ans de Parlement, j'ai démissionné de mon mandat de sénateur et j'ai fait mon temps au Parlement. J'ai été secrétaire général de ma formation politique, j'ai exercé plusieurs responsabilités. Ce temps-là, il est derrière moi. Voilà, c'est 25 ans de politique. Alors comment vous allez faire de la politique maintenant? Je vais continuer parce que mon engagement, ma passion pour la ville de Troyes est passionnante et le mandat qui m'est confié par mes pairs, qui est peut-être l'honneur de ma vie politique,
de pouvoir, au fond, mettre la voix des communes de France au service d'un idéal républicain qui servira tous les Français. C'est ce combat-là que je vais porter encore pour les 3 ans, dans le temps que je vais consacrer à la politique. Le reste, à titre personnel, ça n'intéresse personne, à part peut-être un peu ma famille, mes enfants, ma mère, enfin j'en sais rien. En tout cas, je veux me réinventer, je suis avocat, je vais donner des cours, j'ai envie de transmettre, voilà, c'est ça. Non, alors il y a une question que je vais vous soumettre, c'est celle de notre sondage OpinionWay. Il y a un sondage OpinionWay chaque semaine pour l'épreuve de vérité. La première question cette semaine, c'était est-ce que selon vous, le gouvernement demande trop d'économies aux communes? Eh bien, vous allez être satisfait parce que c'est un oui massif à 68%, non à 31%. Donc quand on entend le chef de l'État... C'est vrai qu'on revient de très loin. Ça veut dire qu'on a raison, mais parce qu'il y a 3 ou 4 ans, tous ces discours qui consistaient à dire il y a trop d'élus, ça coûte cher, le fonctionnement c'est les petits fours, c'est les cocktails, ils ont augmenté le nombre de fonctionnaires, sans jamais dire qu'une partie des fonctionnaires qui sont en plus dans les statistiques des communes, c'est lié au transfert de compétences de la part de l'État qui a transféré des fonctionnaires qui étaient de l'État dans les collectivités locales. Et bien ce travail-là, voilà, moi il me plaît, nous le portons, c'est l'AMF qui le porte et ça commence à produire ses fruits auprès de l'opinion publique. Et le soutien de l'opinion aux côtés de leur maire, il est acquis. Le soutien de l'opinion aux côtés des combats de leur maire, c'est un combat qu'on doit porter en commun. Ça commence à produire ses fruits, c'est une satisfaction. J'ai entendu tout à l'heure Emmanuel Macron dire que la réduction des déficits, c'était une affaire partagée et il a cité les communes. Là, vous dites non, c'est fini. Ah ben alors, on a donné. Alors d'abord, on a donné et il y a une chose très simple qui, là aussi, doit rentrer dans le débat public et je remercie le Public Sénat de le mettre en lumière. C'est que nous, on n'a pas le droit de faire de déficit. Nous, on n'a pas le droit d'aller voir un banquier pour dire bah, attendez, il manque 3 francs 6 sous pour payer le fonctionnement, acheter une voiture pour tel ou tel service. On n'a pas le droit. Si on le fait, on passe sous la tutelle du préfet. Donc on n'a pas de responsabilité dans les déficits, sauf c'est de la technique budgétaire en disant c'est Maastricht. On a une responsabilité dans la dette, mais notre responsabilité est mineure. Elle est à 8,9% pour les collectivités locales, elle est à moins de 5% pour les communes, quand elle est à 80% pour l'État, et on nous annonce qu'elle va passer à 89%. En d'autres termes, les communes ont fait le boulot, se sont serré la ceinture, au prix de services publics un peu abîmés, au prix d'un investissement qui s'est effondré, et nous portons 70% de l'investissement, quand l'État a continué de s'endetter pour payer les fins de mois. L'État vous demande de faire des efforts qui ne s'imposent pas lui-même, c'est ça? Alors c'est plus qu'un constat d'évidence, c'est une réalité. Et je dois la vérité de dire que le président de la République est un homme qui est à l'écoute et qui démarre son mandat, et on lui souhaite évidemment bonne chance. Sa responsabilité de transformer le pays est majeure, et sensible également à ses arguments. Je pense qu'il a besoin de notre voix pour équilibrer aussi sa politique et indiquer le cap à suivre. Alors vous défendez votre autonomie, bien sûr, vous voulez qu'elle soit renforcée. Bien justement dans ce cadre, le chef de l'État a annoncé une profonde réforme de la fiscalité des communes. On l'écoute. C'est une refonte en profondeur de la fiscalité locale et en particulier communale que nous allons engager. Je veux un impôt cohérent avec vos missions et avec les missions de chacune des collectivités territoriales. Cette refonte de la fiscalité, vous la souhaitiez, vous, François Baroin. Vous êtes satisfait de ce qu'a dit le président de la République? Mais le statu quo n'est plus possible. Vous savez, il y a quelques années, la taxe professionnelle a été supprimée. Ça a fait un tollé, le Parlement avait corrigé, c'est d'ailleurs le Sénat qui avait trouvé la piste d'atterrissage. Ça a été remplacé par 3 impôts et 2 contre-propositions. La taxe d'habitation, s'il n'y a pas une réforme d'ensemble, vous aurez des impôts. Tout simplement parce qu'il faut garantir la libre administration des collectivités locales. Donc il ne faut pas se dire, tiens, c'est formidable, je ne vais plus payer la taxe d'habitation. Il faudra conserver de toute façon les moyens pour financer les services publics locaux. Donc il vaut mieux cette approche-là, que pour ma part j'avais recommandé au président de la République, mais il y était sensible, il l'avait entendu, plutôt que de procéder par tranche. Il a dit quelque chose qui est dans le débat public depuis très longtemps, qui n'a jamais été fait. Il a dit, au fond, on n'a jamais revisité les valeurs locatives. La bonne politique aurait été, dans un premier temps, de réviser les valeurs locatives. Ensuite, éventuellement, de réfléchir sur le caractère juste ou injuste des 3 impôts locaux qui financent nos collectivités locales, la taxe d'habitation, le foncier bâti et non bâti, et éventuellement, à l'issue, fixer un cadre avec un seul impôt, une assiette large, un taux faible, et on garde le lien. C'est dynamique, les territoires se développent, les bases augmentent, ils sont récompensés, et les élus peuvent continuer leur mission librement. C'est ça le projet. Alors François Baroin, vous avez beaucoup rencontré le chef de l'État ces derniers temps, vous l'avez dit, hein, entre hier, avant-hier, etc. On parle beaucoup d'une présidence verticale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec vos efforts et ceux des milliers de maires, vous rendez cette présidence un peu plus flexible sur les sujets qui vous intéressent? En tout cas, la logique verticale est incompatible avec la décentralisation. Comme il est garant de la Constitution et qu'il est donc garant de la décentralisation, forcément dans le dialogue qu'il aura avec nous, il n'aura pas une discussion verticale.
je ne sais pas si ce sera mal interprété, elle ne peut pas non plus être complètement horizontale, elle doit être dans une logique de contrat de confiance. Et ce contrat de confiance qu'il propose, ou un pacte de confiance, c'est bien déjà de s'entendre sur la définition du contrat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Barois? Il y a un problème donc entre la politique et l'action du président, et puis vous, ce que vous voulez représenter, entre la verticalité qu'il veut imposer, et puis vous qui voulez plus de décentralisation? Non, mais la décentralisation, elle est garantie par la Constitution. Bien sûr, mais là, est-ce qu'on ne va pas vers moins de décentralisation, justement? Il faut qu'on aille vers plus de décentralisation. Le mouvement a plus de liberté, plus d'autonomie. Ce n'est pas un mouvement français. C'est un mouvement européen. Oui, ça, c'est ce que vous souhaitez. Non, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous constatons. Nous, on est sur le terrain. Cette aspiration à plus de liberté, c'est une réalité. Le président de la République est tout à fait apte, évidemment, à entendre ce message vers plus de liberté. C'est d'ailleurs si vrai qu'il ouvre le jeu de manière importante avec une révision de notre loi fondamentale sur l'article 72 et 73, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, vous applaudissez. Le 72 garantit la libre administration des collectivités locales et sera complété, si j'ai bien compris, mais nous en discuterons avec le président et les services de l'État, par plus d'expérimentation. Là, bien sûr, c'est ce que nous demandons. Mais là, c'est plus de liberté. Là, c'est plus d'adaptation, et d'adaptation qui pourront s'inscrire dans la durée. Vous étiez inquiets, les maires étaient inquiets sur la vision qu'avait Emmanuel Macron de la décentralisation. On a entendu l'AMF dire que la décentralisation était en péril. Est-ce qu'à l'issue de ce discours du chef de l'État, vous êtes rassuré sur ce point? Il n'y a pas que l'AMF qui le dit. Vous avez vu le président du Sénat qui, par la voix d'un certain nombre de sénateurs, va saisir le Conseil constitutionnel, qui est en fait, par les voix des parlementaires, la première lame d'une contestation, du non-respect de la Constitution sur cette question de la taxe d'habitation. Je sais que si d'aventure le Conseil constitutionnel muscle un peu sa jurisprudence mais ne va pas jusqu'au bout, le président du Sénat, ès-qualité, interviendra. Et si d'aventure ça ne suffit pas, alors nous poserons la question prioritaire de constitutionnalité pour mettre le débat sur la table. Est-ce que nous sommes pleinement satisfaits? Non. Est-ce que le sens du dialogue sur la base de deux chantiers très importants, l'un sur la fiscalité locale, l'autre sur la révision constitutionnelle, permettent de poursuivre le dialogue, de discuter, de faire avancer nos positions et ensuite d'arriver enfin à une idée d'un contrat partagé et à l'issue d'un calendrier sur lequel il faudra que nous entendions définir un cadre général pour la fin de notre mandat municipal? Parce qu'au fond, l'autre point aussi, c'est un peu l'effet de ciseaux qui existe entre le président de la République qui débute son mandat et nous, les maires de France, qui avons fait plus de la moitié de notre mandat. Or, comme nous avons beaucoup souffert et que nous voulons continuer à développer nos territoires, nous sommes aussi dans une situation d'alerte où c'est d'urgence qu'il faut prendre des mesures qui nous redonnent des moyens et qui nous permettent d'atteindre les engagements que nous avons pris devant les électeurs. C'est aussi ce que je lui ai dit dans mon discours, peut-être vous l'avez entendu. Les maires, c'est encore mieux ça, parce que vous assurez une promotion très large de ce discours remarquable. C'est toujours auprès des bons auteurs qu'il faut citer, et puis se flatter soi-même, comme ça va c'est plus simple. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes vraiment dans l'idée d'être des acteurs de la transformation, mais nous ne sommes pas des corps intermédiaires. Nous sommes des élus de la nation. Nous procédons du suffrage à l'universel. C'est toute la différence avec beaucoup d'autres interlocuteurs de l'État. Nous sommes des parts intégrantes de la nation. Et nous sommes les acteurs de la République, c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit, nous sommes les premiers cordés de la République qu'il préside. Mais il vous a répondu, c'est un compagnonnage républicain. Hein? C'est bien, ce discours-là est bien, il est important que le président de la République s'approprie la cause de la commune. Au fond, c'est ce que je lui ai demandé, qu'il devienne l'avocat de la commune, qu'il en assure la défense. Tous les avocats qui assurent la défense n'épousent pas la cause. C'est la négation même du principe de l'avocat. Mais nous lui demandons d'être l'avocat qui assure la défense et qui en épouse la cause. Donc il a fait oublier ce soir son handicap, que certains lui collent sur le dos, à savoir de ne jamais avoir été un élu local. C'est ce que vous nous dites. Hein? Moi, c'est pas mon problème. Certains l'ont dit. Oui, certains l'ont peut-être dit. Moi, mon problème, et c'est pas un problème d'ailleurs, c'est de représenter la sincérité objective de ce que ressentent tous les maires, quelle que soit la taille de la ville. Nous voulons plus de liberté, nous voulons des moyens, nous voulons être jugés sur nos actes et nous ne voulons pas dépendre dans l'application de notre liberté de décisions qui ne nous appartiennent pas et de surcroît qu'on ne discute pas. Public Sénat et l'AMF, avec le soutien d'EDF, inventons ensemble votre avenir énergétique et la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous ont présenté le 100e congrès des maires de France.